Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, Charles Michel, le président du Conseil européen, reçu au Palais par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Au menu des échanges, la coopération entre l'UE et le Sénégal. Audit des contrats dans le secteur hydraulique, le nouveau ministre promet de la transparence dans la gestion. Cheikh Tidiane Dièye a visité ce matin les chantiers dans son département. Recensement biométrique du personnel des enseignants. Les autorités cherchent à maîtriser les effectifs pour plus d'efficacité, dit le nouveau ministre. Les syndicats approuvent la mesure. Et puis l'alerte de l'association des maîtres nageurs sur les cas de noyade. 13 enregistrés ces dernières semaines. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Bonsoir à tous. Visite de travail à Dakar de Charles Michel, le président du Conseil européen, reçu en ce moment par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. La rencontre sera suivie d'une déclaration conjointe entre les deux autorités. Nous y reviendrons avec notre équipe au palais présidentiel. Cheikh Tidiane Dièye annonce l'audit du contrat de 459 milliards dans le secteur de l'hydraulique signé avec une société saoudienne. Annonce faite à l'occasion de la visite des chantiers en cours dans son département. Étape de l'usine de dessalement de l'eau de mer des Mamelles. Il est interrogé par Cheikh Diop. Suivant les instructions du président de la République, il s'agit non seulement de montrer effectivement que l'eau est une surpriorité pour le gouvernement, le secteur hydraulique de manière générale. L'eau n'est pas seulement un droit humain fondamental conforme à l'objectif 6 des ODD, des objectifs de développement durable, mais nous voulons faire de l'eau la première ressource et le premier prérequis ou l'impératif de développement et de la relance des secteurs, notamment le secteur agricole et industriel. Et pour ce faire, il nous faudra une nouvelle politique. Vous l'avez déjà vu, le président de la République a donné des injonctions dans ce sens. Pour comprendre l'existant, j'ai constaté depuis ce matin que beaucoup d'argent a été investi dans ce secteur, tout au long des années. Évidemment, lorsqu'on dit ça, on doit dire aussi qu'il faut faire un diagnostic, qu'il faut évaluer, qu'il faut auditer pour savoir où cet argent est allé, à quoi ça a vraiment servi. Nous avons vu les équipements et les évolutions et les résultats accomplis, mais évidemment, il faut toujours voir est-ce qu'on ne peut pas faire mieux, comment faire pour faire mieux, comment améliorer davantage, et c'est à cela que nous allons tendre. Donc ces audits, comme je l'ai dit, suivant les instructions du président de la République, seront développés ou lancés dans les prochains délais. Et il y a plusieurs options possibles. Une option a été privilégiée par le gouvernement sortant, nous allons le regarder. Si nous constatons qu'effectivement ce n'est pas la meilleure option pour le Sénégal et pour nos ambitions, nous ne nous gênerons pas à le remettre en question, bien entendu. Mais comme je l'ai dit, bien tout ça va découler des audits et des évaluations que nous allons faire en toute objectivité par les experts qui seront habilités à faire ce genre de travail. Traction de la nouvelle équipe gouvernementale, le recensement biométrique du personnel des enseignants. Les autorités cherchent à maîtriser les effectifs pour plus d'efficacité, dit le nouveau ministre. Les syndicats approuvent la mesure. Voyons tout cela avec Yaïkou Mandiaye. Le recensement du personnel enseignant initié par le ministère de l'Éducation nationale va permettre au gouvernement sénégalais de connaître avec exactitude le nombre d'enseignants qu'il emploie et mieux gérer le secteur. Le CEMS est en phase avec la proposition. Pour nous, ça montre que nous devons nous inscrire dans une logique de transparence par rapport à la gestion des personnels, à la gestion de toutes les ressources allouées au ministère. Et c'est à cet effet d'ailleurs que nous pensons que les recrutements qui ont été opérés récemment par l'un des ministres sortants, que nous avons qualifié de recrutement frauduleux, devraient donc être élucidés pour quand même éclairer la lanterne des acteurs donc, du système éducatif. Au SAEMS, on estime que les autorités doivent aller au-delà de cette proposition, penser par exemple à auditer le secteur. Il va falloir même aller au-delà, parce que pour nous également, aujourd'hui, le ministre devrait aussi aller dans le sens d'un
audit général qui permettra aussi d'évaluer les ressources qui ont été octroyées au ministère, procéder donc à un audit financier, un audit du personnel, mais surtout un audit des projets, parce qu'il y a beaucoup de projets qui interviennent dans le secteur de l'éducation et de la formation, et c'est l'occasion donc de nous faire comprendre à nous tous acteurs où est-ce que est parti l'argent qui est investi par les partenaires techniques et financiers du secteur de l'éducation. Le président de l'Union nationale des parents et étudiants suggère l'extension de la mesure au personnel administratif des établissements. Nous suggérons que cette mesure soit étendue aux services comme les CRFPE, parce qu'il ne s'agit pas tout simplement du personnel enseignant, mais il y a également ce qu'on appelle le personnel administratif, technique et de service, comme ce qui se fait au niveau des universités, parce qu'il y a un personnel qui accompagne les inspections d'académie, les inspections d'éducation, de la formation. Et il serait bien que véritablement que le ministère et la population de manière générale aient une saisie réelle de l'effectif de tout ce qu'il y a comme personnel au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Cette opération de recensement va permettre d'être dans l'air du temps, c'est-à-dire avoir une base de données à l'échelle nationale, inclure par ailleurs les bénévoles, les vacataires et les contractuels. Merci Yaïkoumba. L'autre grand titre de cette édition, l'alerte des associations, de l'association des maîtres nageurs sur les cas de noyade. 13 ont déjà été enregistrés à quelques semaines des vacances. L'année dernière, ce sont 347 cas qui ont été recensés. Ibrahima Fall est avec Chérif Dia. On est en début d'été, donc les jeunes ont anticipé même les plages, la fréquentation des plages. Donc nous, on a enregistré déjà 13 décès par noyade. Donc vraiment, c'est un bilan catastrophique et déplorable. Parce que donc, jusqu'à présent, les autorités interdisent ces plages-là, qui se trouvent sur la Grande Côte, et que ces plages-là doivent être encadrées par des maîtres nageurs sauveteurs. Donc c'est la raison pour laquelle nous lançons un appel aux autorités, donc aux nouvelles autorités, je veux dire le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, donc d'envoyer de la sécurité au niveau de ces plages-là. Les maires, donc, ils doivent aussi recruter des maîtres nageurs et de les envoyer sur le terrain, parce que la sécurisation des plages, c'est une compétence transférée. Dans l'actualité également, la colère du collectif Ngor Debout. La population de Ngor s'oppose aux travaux sur un site situé sur la corniche des Almadies. Les explications de Mamadou Ndiaye, président du collectif, avec Mamouna Ndiaye. Il y a des travaux ici sur le site. Et on a un frère ici qui nous avait averti d'abord qu'ils avaient commencé de faire un fossé ici. Alors c'est comme ça qu'on a eu l'information et aujourd'hui on est venu ici pour arrêter ce qui se passe ici. Pourquoi on l'arrête? Parce qu'on s'est dit que ce terrain, nous avons le droit de préemption d'abord, mais avant ça, juridiquement, ce terrain appartenait à nos aïeux. Et c'était un titre foncier. Aujourd'hui, ce qui était ici, ce qu'on avait érigé ici, vous avez tous remarqué qu'il n'y a plus de bâtisse ici, il n'y a plus rien. Alors, comment se fait-il que le terrain qui devait être à une cause d'utilité publique est revenu à un privé? C'est un problème. L'autre problème, c'est qu'il y a 3 personnages qui agissent sur ce site. Maître Diordiagne, je ne vous le présenterai pas. Blaise Compaoré, pareil. Maître Abdoulaye Wade. Ce que nous comptons faire, on est en train de se signaler. Bonne nouvelle pour les promoteurs immobiliers du Sénégal et de l'espace UEMOA et les populations en quête d'emploi. Un programme de capacitation dans le montage de projets bancables a démarré ce matin pour faciliter la soumission au projet de logement des pouvoirs publics du Sénégal et de la sous-région. Écoutons professeur Ibrahima Ndiaye, directeur de l'École supérieure d'économie appliquée de l'UCAD, au micro de Alassane Ba. On s'est rendu compte que les niveaux d'intervention des promoteurs immobiliers étaient relativement faibles, alors que les pouvoirs publics ont des projets pour vraiment produire des logements à des coûts abordables. Donc, et on s'est rendu compte aussi que au niveau des structures financières, il y a des ressources qui sont disponibles, mais que les promoteurs immobiliers ne pouvaient pas y avoir accès. Et ça, c'était lié au fait qu'ils étaient des fois très faiblement capacités
Donc c'est dans ce cadre que l'UMOA nous avait demandé de faire une étude régionale. Donc on a fait le tour des 8 pays de l'UMOA. On a enquêté un échantillon représentatif de promoteurs immobiliers. On a organisé un atelier à Dakar d'analyse de la situation de travail. Et tout cela nous a permis de proposer un programme de formation. Et dans ce programme, il y a d'abord la conception, c'est ce qui nous réunit ce matin, jusqu'au niveau de la clôture du projet. En passant par la prospection foncière, la recherche de financement, la gestion de la copropriété, la mise en œuvre du projet en tant que tel. Le projet des 100 000 logements, on se rend compte aujourd'hui que par rapport aux attentes, la production elle est encore relativement faible. Et des fois, c'est, comme je l'ai dit, c'est lié à cette faible capacitation, les difficultés d'accès au financement. Et je pense que tout cela fait que nous, on pense qu'en renforçant leur capacité de moyens conséquente, aussi bien au Sénégal que dans la sous-région, ça permettra fondamentalement d'augmenter de manière sensible la production de logements et faciliter l'accès aux populations. Toute autre chose, reprise de la liaison Dakar-Ziguinchor. Les commerçants du marché Le Diola ne se retrouvent pas encore dans cette nouvelle situation. Le navire n'accoste pas sur l'île de Carabane, principal pourvoyeur des marchandises vendues dans ce marché. C'est un reportage de Dissa Prera et Abdoulaye Anne. Même si Aline Sitoé Diatta a repris la liaison entre Dakar et Ziguinchor, les commerçantes du marché Le Diola, elles, restent encore sur leur faim. On est soulagé, mais pas totalement, car le bateau ne s'arrête pas à Carabane et c'est une importante escale. La reprise est une bonne chose, cela pourrait baisser les charges, mais faudrait-il que le bateau s'arrête à Carabane? Un bateau qui n'accoste pas sur l'île de Carabane, principal pourvoyeur des marchandises, les femmes commerçantes sont obligées de se rabattre sur le transport terrestre. Il nous faut plusieurs bateaux. Si on en a 2 ou 3, ce serait pas mal. Pour le transport de marchandises, le navire c'est mieux. Avec les transports en commun, c'est cher et ça prend beaucoup de retard. Les transports en commun sont chers, c'est mieux avec les bateaux. Donc, ce serait bien de s'arrêter à Carabane. Aline Sitoé Diatta a repris la navette depuis le 10 avril 2024, une reprise saluée à sa juste valeur par les passagers, mais les commerçantes du marché Le Diola, elles, ne se retrouvent pas encore dans cette reprise. Merci Dissa. Les ministres en fin de mission élus députés lors des dernières législatives peuvent retourner à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'a fait savoir le vice-président du groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement, Cheikh Abdou Mbacké, renseigne que seuls les ministres conseillers sont concernés. Le voici avec Alassane Ba. La 13e législature avait voté une loi à l'image de la France qui disait que si un député est nommé ministre, il y aura incompatibilité. Et puisque le poste de ministre peut sauter à tout moment, l'Assemblée nationale avait mentionné que le concerné pouvait retrouver son poste de député. Il suffisait pour ce faire d'écrire au président de l'Assemblée nationale en demandant la suspension de son poste de député. Et dans ce cas, c'est le suppléant qui prend sa place. C'est une loi qui est entrée en vigueur dès l'entame de la 4e législature. Cependant, les directeurs généraux ne sont pas concernés par cette loi. S'ils abandonnent leur poste de député, ce sera considéré comme une démission. Donc, j'ose imaginer que sous peu, les anciens ministres du président Macky Sall qui étaient élus députés vont revenir à l'Assemblée nationale. Et ils auront 2 avantages, relever le débat et bénéficier d'une immunité parlementaire. Dans l'actualité sportive, un meeting international dans chaque région, notamment à Kolda, à Louga et à Dakar le 25 mai. C'est la méthode choisie pour vulgariser et redynamiser la pratique de l'athlétisme au Sénégal. Voyons tout cela avec Cher Salibou Diarra.
Pour noter, c'est vraiment la participation massive de plusieurs nationalités, notamment 14 nationalités, donc qui ont répondu présentes aujourd'hui, donc pour rehausser la manifestation. Donc c'est une manifestation d'une grande importance dans la mesure où elle nous permet de vulgariser la discipline au niveau régional, donc dans la ville de Saint-Louis, un cadre idéal pour les athlètes pour qu'ils puissent vraiment s'affirmer et essayer un peu de titiller leur record. Donc aujourd'hui, on a assisté à de très belles courses, notamment le 400 mètres. C'est l'occasion aussi de lancer un appel aux autorités locales et à toutes les entreprises qui se trouvent au niveau de Saint-Louis pour qu'ils répondent davantage à l'appel de la Ligue de Saint-Louis. Sur le plan économique, il y a un impact direct, sur le plan aussi touristique. Cette manifestation rentre dans le cadre d'un programme d'organisation de meetings sur le plan national. On va essayer vraiment d'implémenter donc cette manifestation dans différentes régions du Sénégal, donc histoire de mettre un modèle de compétition sur le territoire national et booster ainsi la pratique de l'athlétisme sénégalais sur le territoire national. Football, demi-finale aller de la Coupe de Confédération africaine entre l'USMA et RS Berkane ne s'est pas jouée comme prévu en terre algérienne. La crise qui oppose le Maroc à l'Algérie à propos du Sahara occidental est passée par là. Les explications de Chertiga Diao. Quand la géopolitique s'invite dans le football, les conséquences sont souvent fâcheuses. Le monde du football l'a encore appris à ses dépens lors de la demi-finale allée de la Coupe de la Confédération africaine de football entre l'USM Alger et le RS Berkane. À l'origine du problème, une controverse du maillot de l'équipe marocaine avec une représentation de la carte du Maroc qui inclut le Sahara occidental que l'Algérie de son côté considère comme un État indépendant. Du coup, les autorités algériennes ont saisi les maillots de RS Berkane à l'aéroport, considérant ce fait comme une ultime provocation. Du coup, l'équipe marocaine a décidé de rester dans les vestiaires au lieu de se présenter sur la pelouse du stade du 5 juillet aux grandes dames du public qui s'était pourtant massivement déplacé. Rappelons que pour ce même problème entre ces deux États, le Maroc avait décidé de boycotter le CHAN, remporté tout dernièrement par le Sénégal en Algérie. Le royaume chérifien va abriter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, des problèmes en perspective pour la Confédération africaine de football. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans un tout petit instant avec Gilles Olekunle Yabi, président du think tank Wati. Ce sera tout de suite. À tout de suite.